Dans cette vidéo, nous revenons sur un moment qui a bouleversé tout le football français. Un événement dont l'ampleur émotionnelle a attiré l'attention de millions de personnes. L'enterrement de Roland Courbis. Son épouse et sa fille main dans la main, Zidane, Jean-Michel Larquet, Robert Pires. Les grandes figures du football venues lui dire adieu. Sans entrer encore dans les détails, nous vous emmenons au cœur d'une scène rare, solennelle et profondément marquante, où silence, respect et émotion se sont mêlés pour créer un instant gravé dans la mémoire collective. Sous le ciel gris de Paris, ce mercredi 14 janvier, une foule silencieuse avançait vers l'église de la Madeleine, où les cloches résonnaient lentement, comme pour retenir les derniers instants de Roland Courbis. L'atmosphère était lourde, empreinte d'un respect profond, mais la présence impressionnante de figures du football et de personnalités médiatiques donnait au lieu une solennité presque irréelle. On aurait dit que tout le monde du ballon rond retenait son souffle pour lui dire adieu. Au loin, l'arrivée de Clara Pabane, son épouse, main dans la main avec Olivia, sa fille, attira tous les regards. Leur démarche hésitante, brisée par la douleur, imposait un silence encore plus pesant. Les marches qu'elles gravissaient semblaient sans fin, chacune d'elles portant le poids d'une perte impossible à décrire. Juste derrière, Stéphane, fils aîné de Courbis et ancien gardien, portait le cercueil de son père avec une dignité bouleversante, comme s'il voulait une dernière fois le protéger. Devant l'entrée, les personnalités se succédaient. Zinedine Zidane, venu directement d'Espagne, Emmanuel Petit, Robert Pires, Jean-Michel Larquet, l'ami de toujours, les traits fermés, profondément marqués. Michel Denisot, Pascal Praud, Nathalie Iannetta, Jamel Debbouze, François-Henri Pinault. Chacun semblait avancer dans un temps suspendu, comme pris dans un même souffle d'émotion. Au même moment, à Marseille, une autre cérémonie était organisée en hommage à cette voix emblématique de RMC, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, joueur puis entraîneur du club entre 1997 et 1999. L'écho de sa disparition se répandait bien au-delà de Paris. Les mots de RMC, annoncés 2 jours plus tôt, revenaient dans tous les esprits. Roland Courbis s'était éteint à l'aube, victime de complications liées à une infection pulmonaire. Un départ discret, presque fragile, qui laissait pourtant derrière lui un vide immense. Ce jour-là, personne ne détournait les yeux. Tous semblaient vouloir capturer une dernière fois l'image de cet homme qui avait consacré sa vie au football, avec passion, talent et humanité, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui l'avaient connu ou simplement écouté. Bien au-delà de l'émotion encore brûlante de ses funérailles, le nom de Roland Courbis continue de vivre à travers les moments qui ont forgé sa renommée. Et lorsque l'on remonte le fil de sa carrière, on voit très vite se dessiner Mot, Kong Juong, Krong Jiong Ai, Noa Moi Tan Tu Je Mang Dao An Man Mekwa Ong. À Marseille, la légende de Courbis prend une dimension particulière. Fin des années 1990, sous sa direction, l'Olympique de Marseille retrouve une identité, une âme, presque une furia qui emporte tout sur son passage. Les tribunes du Vélodrome vibraient autrement, poussées par un football offensif, audacieux, taillé pour faire rêver. Culmination de cette période enflammée, la fameuse campagne européenne de 1999, où l'OM atteint la finale de la Coupe de l'UEFA. Une épopée qui a fait trembler l'Europe et qui reste l'un des souvenirs les plus forts du club. Mais la réputation de Courbis ne s'arrête pas au banc de touche. Sa véritable seconde carrière éclot devant les micros. Sur RMC, sa voix devient instantanément reconnaissable. Un timbre grave, un franc-parler désarmant, une façon unique de décortiquer le football en le rendant vivant, presque palpable. Dans l'émission After Foot, il n'était pas seulement consultant, il était conteur, stratège, parfois provocateur, mais toujours passionné. Ses analyses, nourries par des décennies d'expérience, étaient ponctuées de formules devenues cultes, reprises et partagées partout sur les réseaux sociaux. Chaque intervention de Courbis créait l'impression d'être à l'intérieur du vestiaire, au plus près de l'action, comme si lui seul savait traduire ce football que tant d'autres tentaient simplement de commenter. Ces passages médiatiques, mêlant humour, lucidité et sens tactique,
on finit par construire un personnage à part entière, un pilier de la culture foot française. Qu'il parle d'un match, d'un joueur, d'un entraîneur ou d'un détail tactique, son regard tranchant captivait immédiatement. C'est cette combinaison rare, entraîneur charismatique, voix iconique, mémoire vivante du football, qui a façonné sa notoriété. Et même aujourd'hui, en repensant à ces grandes heures, on a l'impression que sa présence continue de flotter autour de nous. Comme si son analyse, son rire ou une de ses phrases cinglantes pouvait résonner à tout moment, juste là, à portée d'oreille. Bien avant les stades enflammés, les micros de radio et la renommée nationale, l'histoire de Roland Courbis commence dans un décor bien plus modeste, presque rugueux, où chaque journée ressemblait à un petit combat pour se faire une place. Né à Marseille, il grandit dans ces quartiers populaires, où les rues deviennent rapidement autant des terrains de jeu que des terrains d'apprentissage. Rien n'y était simple, et encore moins pour un enfant au caractère déjà affirmé, obligé de comprendre très tôt que la vie ne fait aucun cadeau. Dans ces ruelles étroites, bordées d'immeubles fatigués par le Mistral et les années, le jeune Roland découvre le football comme d'autres découvrent un refuge. Le ballon, souvent usé, parfois rafistolé, devient l'ami fidèle, celui qui ne trahit pas, celui qui comprend sans parler. Les après-midi s'étirent sous le soleil brûlant, et le petit garçon joue sans compter. Contre les murs, contre les plus grands, contre les difficultés d'un quotidien parfois trop lourd pour ses épaules d'enfant. Mais c'est justement là, au milieu du bruit, de la poussière et des défis de la rue, que son regard se durcit, que sa détermination se forge. À la maison, les temps sont durs. Les moyens financiers sont limités, les perspectives incertaines, et la moindre dépense devient un calcul. Roland apprend vite à ne rien gaspiller, ni l'argent, ni l'énergie, ni l'espoir. Cette enfance que d'autres auraient pu considérer comme un frein devient pour lui un moteur. Il ne veut pas simplement s'en sortir, il veut aller plus loin, toujours plus loin, comme si la ville entière lui murmurait qu'il devait prouver quelque chose. L'école n'est pas son terrain préféré. Il y ressent parfois une forme d'étouffement, comme si ses jambes, faites pour courir, ne supportaient pas l'immobilité des pupitres. Pourtant, même là, son instinct de compétiteur se manifeste. Il observe, analyse, comprend vite, et surtout, il défend toujours les plus faibles, déjà habité par cette fibre de meneur qui marquera toute sa vie. Mais c'est véritablement sur les terrains vagues de Marseille que tout bascule. Les recruteurs des clubs de quartier remarquent ce gamin vif, solide, doté d'un sens du jeu étonnant pour son âge. On le convoque, on l'encourage, on le pousse à aller plus loin. Pour la première fois, il se rend compte que peut-être, oui, le football pourrait être plus qu'un passe-temps. Peut-être qu'il pourrait en faire une route, sa route. Et cette idée le transforme. Les premiers entraînements sont rudes. Le jeune Courbis n'a ni les chaussures les plus neuves, ni l'équipement le plus sophistiqué, mais il a ce que les autres n'ont pas. La faim. Pas la faim au sens littéral, mais la faim d'avancer, de gagner, de prouver. Chaque course, chaque tacle, chaque décision sur le terrain semble chargée d'un élan vital, comme si chaque action pouvait ouvrir un peu plus la porte d'un avenir meilleur. Avec le temps, les sacrifices deviennent routine. Ils s'entraînent tard, ils s'entraînent tôt, parfois seuls, parfois dans le froid, parfois dans la fatigue. La rue l'a endurci, le football l'a structuré. Et peu à peu, sans qu'il ne s'en rende compte, le petit garçon des quartiers populaires devient un jeune homme respecté pour son talent et son mental de fer. Ce n'est qu'un début, mais un début qui dit tout. Pour comprendre le Courbis entraîneur, le Courbis consultant, le Courbis figure emblématique, il faut d'abord comprendre l'enfant qu'il a été. Un enfant forgé par le manque, porté par la volonté et animé par une passion si brûlante qu'elle allait illuminer toute sa vie. Bien des années après l'enfant des quartiers marseillais, c'est un homme accompli que l'on retrouve, entouré d'une vie personnelle aussi riche que mouvementée, construite au fil des rencontres, des passions et des épreuves. Lorsque la notoriété s'installe et que les responsabilités s'alourdissent, Roland Courbis continue pourtant de chercher, dans sa vie intime, un équilibre solide, un endroit où poser enfin le poids de ses journées. Et c'est dans ce cadre familial, parfois recomposé, parfois bousculé, qu'il révèle une facette plus douce, plus discrète, presque méconnue du grand public. La famille, chez Courbis,
n'est jamais un chapitre simple. Père de plusieurs enfants issus de différentes périodes de sa vie, il entretient avec chacun d'eux une relation unique. Olivia, sa fille issue d'une union précédente, porte sur lui un regard lumineux. Danseuse formée puis actrice, elle évolue dans un milieu artistique que son père observe avec une curiosité tendre. Il n'hésite jamais à la soutenir dans ses projets, fier de l'avoir tracé sa propre voie, loin de l'ombre de son nom. Stéphane, son fils aîné et ancien gardien de but, entretient avec lui un lien fait de respect, de complicité silencieuse et d'héritage sportif. Devenu agent de joueur, il perpétue à sa manière le prolongement naturel de ce que représente le football dans la famille Courbis. Puis vient Clara Pabán, la femme qui partage ses dernières années. Journaliste à beIN Sports, elle accompagne Roland dans ce mélange d'intensité professionnelle et de douceur quotidienne. Entre eux, la relation se construit dans la compréhension mutuelle et l'admiration silencieuse. Clara connaît les nuits trop courtes, les plateaux de télévision imprévisibles, la passion presque viscérale que son mari porte au football. Elle ne cherche pas à l'en détourner, mais à l'en protéger, comme si elle voulait offrir à Roland un espace où il pouvait devenir simplement un homme, et non une figure publique. Leur maison, qu'ils partagent entre Paris et le Sud, reflète cette dualité. À Paris, c'est un appartement fonctionnel mais chaleureux, un lieu où se croisent nos souvenirs de carrière, livres, dossiers de match, photos de famille. Rien n'y est ostentatoire. Tout semble à sa place, comme si Roland avait besoin d'un environnement dépouillé pour laisser respirer ses pensées. Dans le Sud, en revanche, l'atmosphère change. Là-bas, l'air maritime, les pierres chaudes et les horizons ouverts nourrissent en lui quelque chose de fondamental. On l'y imagine souriant, discutant longuement avec des amis, s'asseyant en terrasse en observant le soleil descendre derrière les collines. Ce contraste géographique reflète parfaitement le contraste intérieur de Courbis, la rigueur de l'analyse et la chaleur du cœur. Dans la vie quotidienne, il reste un homme simple, attaché aux habitudes qui le rassurent. Le matin, il aime écouter les premières infos sportives en buvant un café noir. Le soir, il apprécie les repas entourés des siens, où les discussions glissent facilement du football à la politique, puis à des anecdotes savoureuses qu'il raconte avec un talent naturel. Le succès ne l'a jamais éloigné des gens. Au contraire, il conserve une proximité avec ceux qui croisent en sa route, comme si chaque rencontre était un rappel de l'enfant qu'il avait été, toujours en quête d'un lien humain authentique. Et dans cette intimité se dessine un Roland Courbis que peu connaissent. Un homme profondément affectueux, pudique dans ses sentiments mais fidèle dans ses engagements, conscient du temps qui passe mais toujours curieux, toujours vivant. Une vie personnelle qui, loin des projecteurs, semble glisser avec la même intensité que les matchs qu'il commente. Rythmée, imprévisible, chaleureuse. Et plus on s'y plonge, plus on comprend que derrière la voix emblématique se cache un cœur vaste, façonné par les épreuves, adouci par l'amour, et ancré dans un quotidien qu'il chérit avec une sincérité rare. Au fil des années, la trajectoire de Roland Courbis se déploie comme une fresque dense, vibrante, où chaque chapitre semble répondre au précédent, révélant progressivement l'ampleur d'un destin façonné par la passion, la ténacité et une étonnante capacité à se réinventer. Né le 12 août 1953 à Marseille, il grandit au cœur de cette ville brûlante d'énergie, où le football n'est pas seulement un sport, mais un langage, une identité, un souffle. Très tôt, Courbis s'inscrit dans cette culture. Le jeune garçon des quartiers populaires devient un adolescent qui respire ballon rond, un joueur doté d'une intelligence de jeu rare, un tempérament déjà habité par l'envie de diriger, de comprendre, de transmettre. Sa carrière de joueur l'emmène d'abord dans plusieurs clubs français, où il forge sa réputation de défenseur solide, engagé, stratège sur le terrain autant que dans les vestiaires. Même si sa carrière de joueur n'atteint pas les sommets médiatiques, elle dessine les contours de l'entraîneur qu'il deviendra. Un homme de terrain, proche des joueurs, lucide, toujours à l'écoute des dynamiques humaines. Très vite, son esprit analytique attire l'attention. Lorsqu'il se tourne vers le coaching, le passage semble naturel, fluide, presque inévitable. Ses débuts sur les bancs de touche le révèlent au grand public. À Toulon, à Bordeaux, puis surtout à Marseille, Courbis impose un style, direct, exigeant, charismatique,
Il guide ses équipes avec cette combinaison rare d'autorité et de chaleur. À l'OM, il écrit l'un des chapitres les plus marquants de sa vie professionnelle. Finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1999, il galvanise tout un club et une ville. Cette saison-là, Marseille vibre au rythme de ses choix tactiques, de ses discours, de sa présence. Mais la vie de Courbis dépasse largement les frontières du terrain. Après avoir dirigé en France et à l'étranger, il embrasse une deuxième carrière d'une intensité tout aussi remarquable, celle de consultant et de voix emblématique du football français. Sur RMC, dans After Foot, il devient l'un des commentateurs les plus écoutés du pays. Ses analyses, servies par un humour parfois piquant, un franc-parler assumé et une connaissance encyclopédique du football, en font une figure incontournable. Il n'analyse pas seulement le jeu, il raconte, il décortique, il donne vie à chaque action. Le public l'écoute, les joueurs le respectent, les entraîneurs redoutent parfois son regard, mais reconnaissent sa justesse. Sa trajectoire personnelle, marquée par des moments de lumière comme par des zones d'ombre, construit un portrait complexe mais fascinant. Ses relations familiales, ses choix de vie, ses engagements professionnels témoignent d'un homme profondément humain, parfois contradictoire mais toujours entier. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai. Et c'est sans doute ce qui lui vaut l'attachement sincère de tant de personnes. Au fil des années, Courbis devient un personnage à part entière dans le paysage sportif français. L'enfant de Marseille devenu joueur, le joueur devenu entraîneur, l'entraîneur devenu voix nationale. Chacune de ces transitions n'efface jamais la précédente. Elles s'imbriquent, se répondent, enrichissent l'homme qu'il est. Sa biographie ressemble alors à un long plan séquence, sans coupure, où l'on voit un destin se construire sous nos yeux, avec ses vertiges, ses réussites, ses tourments et ses éclats. On suit son parcours comme on suit un match décisif, tendu, ému, captivé, incapable de détourner le regard. Sous la surface déjà riche de cette biographie, l'histoire de Roland Courbis continue de s'étirer, profonde, vibrante, comme un fleuve qui change parfois de rythme mais jamais de direction. Plus on avance, plus on comprend que sa vie n'est pas simplement faite de dates, de clubs, de statistiques ou de passages radio. Elle suit une logique intérieure, une sorte d'élan vital qui semble l'avoir porté d'un rôle à l'autre avec la même intensité, la même sincérité presque brute. Rien n'a jamais été tiède chez Courbis. Tout chez lui a toujours été vécu en pleine chaleur, à plein volume. Après ses exploits avec Marseille et ses nombreuses expériences sur les bancs de l'élite, l'homme mûrit une vision plus large de son rôle dans le football. Il comprend que son impact dépasse les vestiaires, dépasse même les entraînements. À mesure qu'il avance en âge, sa parole prend du poids. Lorsqu'il s'exprime, ce n'est plus seulement l'ancien défenseur ou l'ancien entraîneur qui parle. C'est un témoin des coulisses, un analyste passionné, un homme qui a tout vu, tout connu, tout ressenti. Ce passage du terrain au micro n'est donc pas un renoncement, mais une métamorphose. À RMC, il devient un pilier, un repère que les auditeurs attendent chaque soir. On l'écoute pour apprendre, pour sourire, pour débattre, parfois même pour être bousculé. Son franc-parler, souvent tranchant mais jamais méchant, lui attire une forme particulière de respect, celui réservé à ceux qui ne trichent pas. Roland Courbis ne joue jamais un rôle. Il essaie lui-même, tout simplement. Et c'est peut-être ce qui le rendait si précieux dans un milieu où les discours trop lisses finissent par fatiguer. Ce qui frappe aussi dans la suite de sa vie, c'est la manière dont il demeure profondément attaché à ses racines. Malgré la notoriété, il reste un homme du Sud, fidèle à Marseille, fidèle à cette façon directe et solaire d'être au monde. Dans les derniers chapitres de sa vie, on ressent une forme de sagesse tranquille, nourrie par les expériences accumulées. Il conseille, il raconte, il transmet. Là où certains se contenteraient de répéter ce qu'ils savent, lui cherche encore, interroge, questionne le football moderne avec la curiosité d'un jeune joueur. Et puis, comme souvent dans les grandes vies, la reconnaissance vient également des autres. Ses confrères, anciens joueurs, journalistes, entraîneurs, tous parlent de lui avec une affection rare. On évoque son humour, sa générosité, sa capacité à mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Beaucoup racontent dans ces moments simples, presque invisibles pour le public.
Un coup de téléphone pour encourager quelqu'un qui doute, un mot bien placé pour apaiser une tension. Une présence discrète mais solide quand les choses se compliquent. L'homme, derrière la figure publique, continue ainsi de se révéler. C'est un paradoxe magnifique. Plus il devient connu, plus sa dimension intime s'éclaire. Le public découvre un père présent malgré les obligations, un compagnon attentif, un ami loyal. Ceux qui l'ont côtoyé disent souvent que la plus grande force de Roland Courbis n'était pas son œil tactique, ni sa capacité à galvaniser un vestiaire, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Sa manière unique de comprendre les personnes, de sentir leurs forces, leurs fragilités, leurs besoins. Cette empathie, parfois masquée derrière ses formules percutantes, a façonné toute sa carrière. Elle explique pourquoi tant de joueurs parlent de lui comme d'un mentor, pourquoi tant de journalistes le considèrent comme un modèle, et pourquoi, jusqu'à la fin, il reste l'une des voix les plus écoutées du football français. Mais au-delà de son parcours, ce qui rend la suite de son histoire si captivante, c'est l'énergie qu'il conserve jusqu'aux derniers instants. Courbis ne ralentit jamais vraiment. Même lorsque son corps commence à donner les premiers signes de fatigue, son esprit, lui, demeure en mouvement constant. Il continue de suivre chaque match, chaque mercato, chaque choix tactique. Il commente, analyse, conseille, presque comme si le football était la langue dans laquelle il respirait. Ses interventions récentes portent encore la marque de sa lucidité. Il s'intéresse aux jeunes talents, observe les entraîneurs émergents, décode l'évolution du jeu moderne. Là où certains de sa génération critiquent par réflexe, lui cherche à comprendre. Il ne s'enferme pas dans la nostalgie. Il reconnaît les nouvelles forces du football, s'étonne parfois, s'amuse souvent, s'agace de temps en temps, mais toujours avec cette étincelle dans la voix. Et dans les moments plus calmes, lorsque les projecteurs s'éteignent, il retrouve l'essentiel. La famille, les amis, les conversations tardives, les rires partagés, les souvenirs qui remontent ternent comme des vagues douces. On le voit encore, dans les dernières années, profiter des beautés simples. Une soirée en terrasse, une partie de cartes, un repas où l'on refait le monde. Son histoire prend alors une dimension plus humaine, plus profonde. Derrière la carrière, derrière les exploits, derrière les micros, il reste un homme qui a vécu intensément, qui a aimé son métier, aimé les siens, aimé sa ville, aimé ce jeu qui l'a accompagné depuis l'enfance. Et lorsqu'on lit sa vie comme un tout, une évidence s'impose. Roland Courbis n'a jamais cessé d'être en mouvement. Chaque étape de son existence lui a permis de se transformer sans jamais se perdre. Chaque réussite, chaque chute, chaque renaissance a contribué à construire un destin unique que l'on regarde aujourd'hui avec admiration, émotion et une forme de respect silencieux. Son parcours, loin d'être linéaire, ressemble à un grand match à rebondissement, où l'on passe du doute à la joie, de l'hésitation à l'éclat, mais où l'on sent constamment une direction, une force intérieure. Et plus on avance, plus on a l'impression de le voir marcher à nos côtés, avec ce sourire discret, ce regard vif, cette manière si particulière de raconter les choses. La vie de Roland Courbis, vue dans sa continuité, apparaît alors comme une longue scène encore animée, où l'homme semble toujours là, à mi-chemin entre souvenir et présence, entre passé et résonance. Une trajectoire qui, même aujourd'hui, continue d'attirer le regard, de captiver, d'émouvoir, comme si elle n'avait pas encore tout dit. Alors que l'on poursuit ce long travelling sur la vie de Roland Courbis, une sensation étrange s'installe. Plus on avance, plus son histoire semble se déployer comme un récit à la fois réel et romanesque, où chaque période apporte une nuance nouvelle à son caractère, comme si l'homme avait vécu plusieurs vies successives sans jamais en interrompre le fil. Cette continuité, cette façon d'enchaîner les chapitres sans rupture, donne à son parcours une profondeur presque cinématographique. Dans les dernières années de sa carrière médiatique, Courbis devient plus qu'un consultant. Il devient une boussole. Les jeunes journalistes viennent l'écouter comme on écoute un maître, attentif à son regard percutant, mais surtout à sa manière unique de dédramatiser les situations les plus complexes. On l'imagine, dans les couloirs d'un studio, sourire à un jeune reporter stressé, lancer un mot d'humour, raconter une anecdote de vestiaire pour détendre l'atmosphère. Ce sont ces moments, souvent invisibles du public, qui construisent la légende humaine de Courbis.
Ce qui frappe également, c'est sa capacité à rester incroyablement moderne. Malgré des décennies d'expérience, il n'est jamais devenu ce vieux sage figé dans ses certitudes. Au contraire, il observait le football contemporain avec une curiosité intacte. Les nouvelles tactiques, les méthodes d'entraînement modernes, l'évolution physique des joueurs, tout l'intriguait. Il débattait, il s'interrogeait, il s'adaptait. Sa pensée n'était jamais statique. On a parfois l'impression qu'il se nourrissait du changement, non pour s'y opposer, mais pour comprendre ce qu'il révélait du jeu. La force de Courbis résidait aussi dans son sens presque intuitif du timing. Il savait exactement quand dire les choses, comment les dire, et surtout dans quelle mesure. Sur les plateaux, il est celui qui arrête une polémique avant qu'elle n'explose. Celui qui recentre le débat lorsque les mots s'éparpillent. Celui qui ramène du concret là où d'autres s'égarent dans l'abstraction. Chacune de ces interventions raconte quelque chose. Un souvenir, une analyse, une mise en perspective. On le voyait parfois fermer les yeux une seconde avant de parler, comme pour puiser dans une mémoire qui déborde d'histoires, d'images, de sensations. Et pourtant, malgré cette maîtrise publique, sa vie personnelle restait une encre, un élément essentiel qui le ramenait toujours à sa vérité profonde. Avec les années, il s'était entouré d'un cercle de proches fidèles, une sorte de petite constellation humaine composée de membres de sa famille, de vieux amis, de collaborateurs de longue date. Ce cercle n'était pas étendu, mais chaque personne y avait une place essentielle. Les dîners improvisés, les longues conversations de fin de soirée, les moments de calme dans sa maison du Sud. Tout cela nourrissait un équilibre précieux. Dans le parcours de vie de Roland Courbis, nous ne découvrons pas seulement une figure du football, mais un homme profondément humain, sincère et résilient. Chaque étape de son existence nous rappelle que derrière la lumière des projecteurs se cachent des efforts silencieux, des blessures, des renaissances et une passion indestructible. C'est cette authenticité, cette force de cœur qui nous touche et nous invite à lui offrir toute notre compassion et notre affection. Si l'histoire de Roland Courbis vous émeut, si son humanité et sa détermination résonnent en vous, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à transmettre ces récits chargés d'émotions, d'humanité et de vérité. La leçon la plus précieuse que laisse Courbis est peut-être celle-ci. Peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on traverse, la passion et la persévérance peuvent tracer un chemin inattendu. Et surtout, rester vrai, sincère, fidèle à soi-même est le seul moyen de toucher profondément le cœur des autres.